un petit montage qui devrait nous aider à ce que tout le monde voit ce qui se passe sur les plaques. Au besoin, vous n'hésiterez pas à la fin de l'atelier à venir voir sur place un petit peu ce qu'il y avait comme enchaînement, ou alors à me dire, et puis je soulèverai les plaques là pour que vous voyez mieux le principe. L'idée de cet atelier, c'est de faire comprendre avec des plaques Lego les enjeux d'urbanisation et en particulier d'étanchéité complète de l'interface graphique et des services back-end dans un système d'information. Pourquoi des plaques Lego? C'est en fait parce que quand on vous explique quelque chose avec des slides, en général, les étudiants ou les personnes qui participent à un atelier, ils retiennent 10 à 20% des choses. Quand on leur fait voir avec des choses concrètes, ils retiennent beaucoup plus, et on peut atteindre jusqu'à 90% quand les gens pratiquent avec leurs mains. Donc sur cet atelier-là, malheureusement, vous n'allez pas pratiquer pour des raisons de virus, c'est un peu ballot, mais c'est comme ça. Dans l'atelier qui est à côté, vous allez pratiquer avec vos mains derrière, ça sera encore plus percutant et vous en garderez encore plus de souvenirs. Quand on démarre un système d'information, on n'a certainement pas quelque chose d'aussi propre que ça, parce que la mécanique, ça fait 5000 ans qu'on fait de la mécanique, ça fait pas 5000 ans qu'on fait des Lego, malheureusement, mais ça fait 5000 ans qu'on fait de la mécanique, et globalement on maîtrise bien ce qu'on fait, les choses sont bien partagées, les responsabilités sont bien connues, et une voiture aujourd'hui, ça bug pas toutes les 2 minutes, ça vous envoie pas dans le fossé. C'est pas le cas de la plupart de nos systèmes d'information, ou même de nos outils. On a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus, et on peut se servir d'une analogie avec la mécanique, pour bien faire voir comment est-ce qu'il faut découper les systèmes et les modulariser. Aujourd'hui, ce qui fait que nos systèmes d'information ils sont pas évolutifs, c'est l'effet spaghetti, quoi. Tout brancher, le truc direct les uns sur les autres, tout ça, ça se mélange, il y a des tas d'interactions potentiellement que vous n'avez même pas cartographiées. Il y a un stagiaire qui a branché un trigger vaguement sur la compta qui fait que les PDF ils arrivent, mais vous savez pas ni quand ni comment. Puis le jour où ça pète, pas de doc, mais quelqu'un qui vous dit j'ai plus mes PDF. Mais ils venaient d'où? Je sais pas. Ils arrivaient là, comme ça, par magie, quoi. Oui, bah oui, c'est l'informatique. Bon. Ou alors, à chaque fois qu'il y a un pet, maintenant, je fais une analyse et c'est un bug informatique, à la fin, toujours. Plus de bugs mécaniques, il n'y a plus de problème d'entretien des réseaux téléphoniques, non, c'est des bugs informatiques. Là, ce que vous voyez, c'est un SI qui a déjà passé ce stade-là. J'aurais pu commencer avec un salmigondi de Lego, avec des câbles qui tirent dans tous les sens, des élastiques qui s'accrochent, des trucs. On tournerait quelque chose d'un côté, puis de l'autre côté ça bougerait, mais on n'aurait aucune idée de pourquoi. Là, ce que vous voyez, c'est un service, c'est un système d'information sur lequel vous avez toute une partie là, au centre, qui a déjà contractualisé de manière très forte, très propre, la relation entre l'interface graphique, l'IHM, et ce qui se passe côté back-end. Donc là, vous voyez, c'est vraiment contractuel, hein. J'ai même poussé jusqu'à mettre des couleurs face à face. C'est comme si j'avais créé un système d'API en disant, quelle que soit l'interface graphique, elle fonctionnera, elle appellera exactement comme ça le back-end. Et donc je donne une garantie que je peux changer l'interface graphique, je la remplace par une autre, je viens brancher ici, et tout se passe bien. Vous voyez aussi qu'il est relativement transparent, mon système d'info. Voilà, là, je tourne ça, on peut arriver à suivre que c'est la petite planche là-bas qui bouge. C'est assez transparent comme système, hein. La cartographie, elle est visuelle, on voit bien ce qui se passe. J'ai des petits trucs hop, là, qui sont cassés, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et puis, je vois les effets que je peux avoir de l'autre côté. Et puis après, je vais avoir aussi les interfaces homme-machine qui sont vraiment manuelles, hein. Il faut que la personne clique un bouton pour avoir un effet. Et puis, vous avez aussi l'équivalent de la macro Excel. Voilà, la macro Excel, ça vient bien de l'IHM, hein, mais vous avez pris un petit truc qui s'occupe de faire le boulot à votre place. Mais ça vient de là quand même, ça vient de l'IHM. Et puis derrière, on va commencer à se poser des questions du genre, ça serait quand même bien que, à chaque fois que je fais un tour de ce truc-là, il faudrait qu'il y ait un compteur qui s'incrémente quelque chose. Je veux mélanger deux actions ensemble et je veux commencer à faire de l'orchestration. Et là, bah c'est là qu'on commence à faire des boulettes. Encore une fois, parce qu'on n'est pas dans la mécanique. On fait de l'informatique, on ne sait pas comment faire, donc on fait n'importe quoi. Alors, imaginons qu'on dise, tiens, à chaque fois qu'on fait bouger ce truc-là, là, ça serait bien que ça tourne en même temps. Bah, il y a la solution du stagiaire. La solution du stagiaire, il va dire, bah, c'est simple, hein. Il suffit que quand on clique sur le bouton de l'application mobile, là,
Au lieu d'appeler une API, j'en appelle deux. Et hop là, ça y est, c'est parti. Regarde, ça marche. C'est bon, on met en prod. Ok. Vous changez votre IHM, vous mettez une autre IHM. Ah bah ça ne marche plus le truc. Ah oui, c'est logique, le couplage il a été fait ici. Donc c'est pas la bonne idée. Ah, ok, bon. Un autre stagiaire un peu plus futé, qui va dire ah ouais mais c'est parce que le problème c'était que c'était là, c'était dans les boutons, c'est pas là qu'il fallait le faire. C'est là, il fallait être un peu plus futé. Et hop, on va le faire ici, là, juste au-dessus de l'interface. Comme ça, on sera tranquille. Et puis effectivement, là, quand je fais bouger mon moteur ici, vous voyez, le petit truc là, il tourne, il avance. C'est déjà mieux. Mais quand même, si j'enlève mon interface graphique, le problème c'est que les appels d'API, là, ils venaient avec. Ils étaient dedans. C'était du back pour le client qui était ici. Mais n'empêche que quand je l'enlève, ça part avec. Alors après, vous allez avoir des gens qui vont trouver encore pire comme idée, et puis qui vont dire, bah, faisons-le côté serveur. Parce que ça a l'air de bien marcher. Regarde, ce qu'on voudrait, c'est que à chaque fois que ça fait un tour, il faudrait que ça fasse un compteur. Alors, pas de problème. On va mettre en place le fameux trigger. Hop. Le fameux trigger qui consiste à dire ça tombe bien, il y a un engrenage des deux côtés, comme le hasard fait bien les choses. Hop. Je vais me brancher là-dessus. Et puis, mon truc, il va marcher, quoi. Ouais, ça marche. Les deux, ils fonctionnent en même temps, le compteur arrive, et puis là, ça fait. Ça marche, c'est nickel. On peut passer en prod. Ah bah non. Non, c'est pété. Qu'est-ce qui s'est passé, là, dans le Lego? Ici, j'avais mis une sécurité. C'est-à-dire que quand j'envoyais un ordre sur ce flux-là, ici, j'avais mis un embrayage. Et quand j'arrivais au bout du vérin, là, qui ne pouvait pas aller plus loin, c'est pas grave, je pouvais continuer à tourner, mais il y avait un embrayage. J'avais ma sécurité, là. Et quand j'envoie de la force qui passe par un moteur, par ici, par là, et qui renvoie par un engrenage, eh ben, j'envoie directement toute la puissance sur le vérin, et j'ai complètement chanté ma sécurité. Et j'ai cassé mon système d'info. Là, alors vous voyez peut-être pas en détail, mais l'engrenage, là, ici, il a sauté, quoi. Il est parti parce qu'il ne pouvait pas encaisser cette force-là. Donc ça, c'était pas une bonne idée non plus, puisque ça marche un petit peu, mais au bout d'un moment, ça pète. Il faut passer encore à autre chose. Autre chose, juste pour revenir un tout petit peu sur le couplage côté serveur, ici, vous vous rappelez, je disais tout à l'heure, on a bien suivi une norme. On a des normes d'API qui sont propres, etc. On peut aller encore plus loin, et puis on peut parler de ce qu'on appelle la médiation de protocole. Imaginons que vous avez un outil, là, une base de données, qui a besoin de ce type d'interface. C'est pas la même interface standard que celle que vous avez ici. Donc il va falloir l'adapter. Qu'à cela ne tienne, on crée ce qu'on appelle un pattern de médiation. Finalement, ça, c'est juste quelque chose qui transforme du protocole axe carré en protocole avec un engrenage à 4 pans. Voilà. C'est finalement ce qu'on appelle, c'est un petit Enterprise Integration Pattern qui s'appelle le pattern de médiation. Et c'est ce qui fait que ma base de données ici, alors je vais débrancher ça, sinon ça va recasser. C'est ce qui fait que ma base de données ici fonctionne correctement avec mon système de reporting. Et au passage, c'est aussi ce qui fait que quand je passe de la V2 à la V3, ça continue à fonctionner. Donc ça se passe bien, parce que c'est normé. Et puis il y a des fois où, malheureusement, vous n'aurez pas quelque chose d'aussi normé. Une base de données, tout ce qui est SQL, ça c'est normatif. Vous remplacez par une autre base de données, si elle vous garantit qu'elle supporte le format ANSI SQL 92, vous la remplacez par une autre, ça marchera. Les triggers, par contre, c'est pas normé. C'est pas les mêmes dans toutes les bases de données. C'est pas les mêmes langages, c'est des fonctions propriétaires. Donc qu'est-ce qui se passe si vous utilisez ce format ici pour dire, je vais reconvoquer mon stagiaire, le stagiaire à qui on va dire, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe dans la base de données, il faudrait que tu sortes un petit report ou un truc comme ça. Il va dire, on peut se brancher là-dessus, là. On va se brancher sur les triggers. Regarde, j'ai mis un petit truc là, comme ça. Hop, il n'y a qu'à mettre notre buzz là. Et ça marche. Maintenant, à chaque fois, j'ai mon rapport qui sort. Très bien. On passe à la base de données en V3. Mais elle a plus du tout, les triggers, ils fonctionnent plus pareil. Ou c'est une autre base de données. Donc il n'y a pas de problème, je la remplace et ça marche bien.
mais mes buzz, ils bougent plus. Donc, voilà tous les problèmes qui peuvent se passer avec du couplage. Et on voit bien que, petite difficulté là, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que mettre du couplage ici, sur l'IHM, c'est pas une bonne idée. Dans la transmission aux API, c'est pas une bonne idée non plus. Sur le serveur, c'est pas une bonne idée non plus. Et derrière les exécutions, c'est pas une bonne idée non plus. Il manque quand même un truc là. Il manque une solution. Alors la solution, en fait, elle a consisté à se baser justement sur notre normalisation des échanges et à dire, incorporons maintenant une couche supplémentaire. J'ai besoin de dupliquer un message, et bien je vais créer une couche supplémentaire qui n'a pour but que de faire ça. Donc le travail, ça va être de prendre l'entrée ici, qui lui est envoyée, de dupliquer en 2 messages, et les 2 messages, je vais les envoyer à l'endroit où je souhaite, comme ceci. Et quand je fais ça, là je suis propre. Parce que si je change mon interface graphique ici, et que je décide que c'est pas un moteur, ou qu'elle tourne autrement, ou que c'est un moteur plus puissant, ça change absolument pas le comportement ici. Je vais bien avoir ça qui tourne et ça qui tourne en même temps. De la même manière, si je change mes implémentations ici, bah, je ne vais pas avoir de difficultés particulières puisque le client n'est même pas au courant de ça. Donc vous voyez, l'idée finalement d'avoir quelque chose de normalisé entre les deux, ça a permis de rendre extrêmement simple la mise en place d'une couche d'intermédiation. Et la couche d'orchestration dont on parlait déjà sur le premier séminaire, qui consistait à dire mettez en place une organisation, des processus qui vous permettent de définir très précisément comment vous orchestrez votre SI, et bien c'est cette couche-là, techniquement, dont on parle. Et c'est celle-là qui explique aussi pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin de modularité. Et de dire, oui, quand on travaille là-dessus, il ne faut pas des silos. Il faut que les services puissent travailler ensemble. Il faut que quand j'appelle la compta, je puisse aussi facilement dire à chaque fois qu'il y a un événement de compta, je renvoie sur quelqu'un d'autre. Et l'orchestration, elle est là. Et au niveau de l'exécution, il est quand même très important que chaque service puisse faire sa part. Si à chaque fois qu'on change une version de base de données, ça a un impact sur votre compta, et il faut que vous remettiez une nouvelle version de l'ERP, ben, on a vite fait de dire, bon, la nouvelle version de l'ERP serait mieux, serait plus sécurisée, mais la dernière fois, on a mis 6 mois pour la changer, hein, donc on attendra. Et ça arrive dans toutes les boîtes. Il y a plein de boîtes où j'ai vu changer une version majeure de ERP, toute la DSI avait un petit peu peur en appuyant sur le bouton. Hein. Elle savait que c'était un projet qui allait être complexe. Ah, l'avantage avec ce mode-là, c'est que finalement, on change de main d'interface graphique, et là, ça va me donner l'occasion de vous faire voir un autre type d'interface graphique et de faire une autre métaphore. Cette interface-là, même chose, elle répond complètement aux API qu'il y a derrière, ça fonctionne pareil. Donc on pourrait très bien dire l'interface complète vient remplacer la précédente. Je peux les brancher, telles quelles. Et là, ça fonctionne à peu près pareil, c'est-à-dire que j'ai un système, alors vous allez voir, c'est un système qui est un petit peu spécial, qui a comme principe de faire tourner de manière automatisée les différents axes qui répondent aux API. La partie noire, en fait, c'est l'entraînement de cette plaque-là, et au fur et à mesure où ça passe, en fonction de où je mets les crémaillères, ça me permet de faire tourner comme je veux ça. Ça, typiquement, c'est ce que vous appelleriez un moteur de BPM. Quand vous avez un moteur d'orchestration des processus, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre moteur, Bonitasoft ou Activity ou des choses comme ça. Lui, il exécute le BPMN que vous lui donnez, et le BPMN, la description de ce que vous faites, quand vous dites, attention, l'orchestration est très précise, quand il y a un nouvel arrivant dans la boîte, on commence par remplir sa fiche d'identité, on prend sa photo, on l'envoie la photo sur l'extranet, ensuite on le rajoute dans l'organigramme. Une fois que ça c'est casé et que la personne elle arrive dans la boîte, on lui donne son PC, on active son compte sur l'AD, c'est ça que vous décrivez. Et ensuite, si vous le décrivez de manière propre, l'avantage c'est que chaque fois qu'il y a un nouvel arrivant, hop, vous passez la carte, et puis vous voyez que là, il fait un truc ici, il fait un truc là, ça a bougé. Alors des fois, il faut l'aider un petit peu. C'est comme dans l'informatique, des fois, il faut pousser un peu pour que ça passe. C'est bloqué, c'est pareil.
C'est vraiment exactement comme l'informatique. J'en profite, tiens, pour vous faire voir un petit truc. Tout à l'heure, on a parlé sur la sécurité de bouton rouge. Bah, le bouton rouge, ça serait justement là. Ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, potentiellement, c'est peut-être en train de me flinguer mon moteur. Hop, j'appuie, ça coupe tout. C'est même allé tellement fort que ça m'a réussi à me péter mon truc ici. Mais globalement, l'idée, c'était que ça vienne couper le moteur. C'est ça, le bouton rouge, en fait. Si on revient sur notre système de médiation entre les deux, on a mis en place maintenant un système automatisé qui marche pas, mais dire on est bien dans la métaphore, parce que les moteurs d'orchestration BPMN, j'en ai jamais vu où ça marche vraiment bien. Donc finalement, le bug là, il est assez représentatif de la réalité. Là, on pourrait faire voir par exemple un autre système d'orchestration, un petit peu plus complexe, celui-là, et le but, c'est de vous parler de ce qu'on appelle les Enterprise Integration Patterns. J'ai rapidement évoqué le sujet tout à l'heure en disant la connexion ici, c'était un pattern de type médiation. Le pattern de type médiation, ça consiste à dire j'ai un protocole informatique entrant, je le transforme dans un autre protocole. Comme ça me permet d'être multinorme. Les EIP, c'est des petits blocs en fait, qui vont vous permettre de mettre en place des orchestrations plus complexes. Dans les EIP, vous avez par exemple un pattern qui s'appelle le pattern multiplex. J'ai un message en entrée, je le pousse sur plusieurs canaux, et quand chacun des canaux m'a répondu, là je peux répondre en disant ça y est, le message il est traité. Je multiplexe le message. Vous avez des patterns par exemple qui vont réduire le message. J'ai un message en entrant, il n'y a que quelques données qui intéressent, je ne vais pas renvoyer des documents, des binaires, etc. alors que la gestion du courrier a juste besoin de l'adresse de la personne. J'ai un pattern reduce, j'envoie le résultat. Vous avez des patterns à l'inverse qui vont être enrich, en disant je reçois un message avec une personne, mais il y a juste la définition de la personne, de son adresse, et je dois l'envoyer à la compta. La compta, elle a besoin de connaître les coordonnées bancaires, plein de trucs en plus. Donc je viens enrichir avec une autre source de données, et je laisse passer ce message. Vous avez une quarantaine de patterns, comme ça, que vous pouvez cumuler les uns avec les autres. Ce que vous voyez là, c'est finalement l'application en mode Lego de ce principe-là. Et là, les patterns que j'ai mis les uns à la suite des autres, les patterns que j'ai mis à la suite les uns des autres, c'est un accélérateur, un roue libre, un réducteur, un inverseur, et un pattern qui vient juste changer, alors ça c'est juste pour le décalage, parce que sinon les lignes elles tombaient pas pile en face les unes des autres, c'est tout. Mais vous avez des fois ça aussi, hein, en informatique. Vous allez peut-être des fois mettre un petit pattern de reduce, juste parce que l'API, l'implémentation d'une API, une bonne implémentation, normalement, si vous lui envoyez plus de données, elle n'est pas censée gêner. À partir du moment où vous respectez le contrat, et vous dites, la personne, j'envoie toujours son nom dans un attribut qui s'appelle patronyme, et ses coordonnées bancaires, tout ça, normalement, ça devrait suffire. Il y a certaines API un peu vieillottes, si vous leur envoyez trop d'infos, elles plantent. Bon, bah, dans ce cas-là, vous faites une petite bidouille, tant pis, vous mettez un pattern de ce type-là, il n'est pas vraiment utile, mais il fonctionne. Et là, j'ai besoin de ça, pourquoi? Parce qu'un système de roue libre, comme sur un vélo, ça fonctionne qu'à une certaine vitesse. Donc j'ai besoin de passer par une phase d'accélération, faire ma roue libre, et ensuite, du coup, évidemment, passer par le pattern reduce. Et comme j'ai inversé le signal, il faut aussi que je remette un EIP de type inverseur. Donc là, ce système-là, il fonctionne, parce que là, je suis en mode roue libre, ici, ça tourne pas, parce que je tourne dans un sens. Et si j'inverse maintenant le flux, là, c'est bon, ça tourne, et donc la roue libre fonctionne comme prévu, hein, c'est-à-dire que quand je pédale à l'envers, ça fait rien, et quand je pédale en avant, c'est bon, la roue libre fonctionne. Encore une fois, ça c'est fait ici, je change de moteur, je change mon interface, il n'y a pas de souci, ça fonctionne pareil. Et de la même manière, je change ma version de base de données, pas de problème, c'est intégré. Je vais revenir juste un petit peu sur notre fameux bouton rouge d'avant. Le bouton rouge tel que je l'ai créé tout à l'heure, il me permettait, vous vous rappelez, de stopper de manière assez radicale ce qui se passait en automatisation. Donc là, on va rebrancher tout ça ensemble.
Voilà. Et ça, je branche comme ça. Là, j'ai mis en place une version, on va dire, un petit peu naïve de mon système de blocage automatique. Où quand je passe ma carte, alors vous imaginez, là j'ai pas mis les bons blocs, mais imaginez que ça fasse tourner en continu ce moteur. On va se concentrer surtout sur la partie ligne d'interruption ici, le fameux bouton rouge. Le bouton rouge, j'aimerais bien avoir un système qui me mette une alerte aussi. Parce que c'est bien sympa d'arrêter tout le système. Mais s'il n'y a pas un message qui part à l'administrateur en disant il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton rouge, on a tout stoppé, il faut remettre en marche, alors on va avoir des soucis. Donc en gros, faire ça, ça serait pas mal. Et puis, un truc important sur le bouton rouge, ça serait que quand je remonte le bouton, ça ne remette pas mon système en marche. Là déjà, il y a une première étape qui est pas mal, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, ce qu'on appelle acquitter le signal. Comme sur un signal pompier, quand vous cassez la vitre, il y a le signal, vous ne pouvez pas dire c'est bon, j'ai réparé la vitre, ça s'arrête. Non, c'est trop tard. Il n'y a qu'une personne avec une clé qui peut venir et dire c'est bon, c'est en sécurité, on y va. Ce système-là, il a un double problème en fait. Le premier, avant tout, c'est que si jamais vous avez un bug dans l'alerte, qu'est-ce qui se passe? Le bouton rouge, carrément, il ne fonctionne plus. Donc ce que vous vouliez, c'est juste mettre un son en plus, et en intégrant ça ici de manière directe, vous bloquez le message. Le message ne passe plus au système. L'alerte ne remonte pas. C'est gravissime. Imaginez quelqu'un qui vous dise, tu sais, sur l'alarme anti-incendie là, avec les sprinklers, j'ai rajouté une sirène. Par contre, des fois, quand la sirène elle se déclenche, ça fait que elle bouffe toute l'électricité, il n'y a plus assez d'électricité pour les sprinklers. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse, quoi? Faudrait pas plutôt favoriser le système de lutte anti-incendie, puis l'alerte, à la rigueur, si elle fonctionne pas, bah, elle fonctionne pas, mais c'est pas grave, quoi. Ça, encore une fois, on va revenir sur nos fameux Enterprise Integration Patterns. Ça va me permettre de vous faire voir un pattern particulier qu'on appelle le wiretap. Wiretap, en anglais, ça veut dire écoute téléphonique. Donc, ce qu'on va faire, une sorte d'écoute téléphonique du signal ici. Et comme dans une écoute téléphonique, on va faire en sorte que le destinataire, surtout, il continue à recevoir le message. Que la table d'écoute au ministère ne fonctionne plus, pas trop grave, parce qu'à la rigueur, on va perdre un message qui n'était pas si important que ça. Par contre, si jamais on est en train de faire de l'écoute d'un système terroriste et que les gens entendent qu'il y a de la friture sur la ligne ou qu'ils coupent, ils n'utiliseront plus cette ligne-là et ça sera paumé. Bah nous, notre système de bouton rouge, c'est la même chose. La façon dont on va gérer ça, c'est avec un pattern qui est dédié à faire de l'écoute téléphonique. Et il va s'intercaler, là, lui. Il va faire le boulot qui est prévu pour les autres. Simplement, quand il appellera le système d'alarme, ici, il va y avoir une possibilité, là, avec des embrayages à l'intérieur du Lego, de garantir que le signal sera poussé à l'arrêt du système, tout en ayant un système qui est envoyé à l'alarme. Donc là, je suis dans le mode, il n'y a pas de bug. Je démarre mon système, tout est en train de tourner comme d'habitude, et à un moment donné, quelqu'un pousse le bouton d'alarme. Ouais, le réglage devrait aller. J'ai coupé, et mon alarme a fonctionné. Chose intéressante, désormais, si je remonte, j'ai toujours mon alarme qui bloque, mais si mes embrayages là, ils étaient un petit peu plus costauds, enfin moins costauds justement, j'aurais pas redémarré ici, je serais resté en mode bloqué. Et là, encore une fois, j'ai mon alarme qui se déclenche, si je reviens en arrière, et même si j'ai un bug, imaginons que là, je reproduis mon bug, qu'est-ce qui se passe? J'appuie, le signal, il est bien passé au système, j'arrête, l'alarme n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. L'essentiel est sauf, j'ai protégé mon système et je suis pas en train de tout faire péter. Je crois qu'on est dans les temps, c'est bon? Eh ben, parfait. Nickel.